Bienvenue dans cette émission Mon Idée, l'émission que vous aimez beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes partout à travers le monde. Cette émission aide toute la population congolaise d'analyser ensemble avec nous toutes les questions d'actualité qui prévoient ici en République démocratique du Congo, mais aussi nous donnons quelques pistes de solutions avec nos invités par rapport à ces problèmes de sous-développement, sinon de la pauvreté que vit notre nation, la République démocratique du Congo. Merci. Nous disons toujours que la justice élève une nation, mais de quel type de justice s'agissait-il? Parce que ce n'est pas n'importe quelle justice qui élève une nation. Voilà, pour analyser cette thématique, nous avons sur notre plateau ici un juriste. Il est aussi chercheur dans les domaines du droit. Vous allez le découvrir. Il s'agit là de Maître Sylvain Zagbo. Maître, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Très bien, vous? En tout cas, Dieu fait grâce et c'est pour la première fois de vous recevoir sur ce plateau de La Foi Télévision et surtout dans le cadre de cette émission Mon Idée. Alors, l'émission Mon Idée de La Foi Télévision, vos premières impressions? Je suis en toute sincérité émerveillé parce que j'ai trouvé ici dans ces lieux, par la qualité du travail réalisé, des matériaux également, mais aussi un plateau de qualité. Donc mon impression va droit au remerciement aux responsables de cette institution, à la personne du pasteur de la foi, oui, d'avoir songé de mettre en place cette chaîne de télévision qui sera pour nous un outil de travail. Merci beaucoup, Maître, pour vos mots introductifs. Alors, l'actualité l'oblige. Lougi Gizenga, secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié, s'en est allé. Voilà, nous avions appris ça depuis ce matin. Il semble qu'il est mort à 10 h du matin. Mais la source de l'information nous confirme qu'il ne s'agissait pas du tout du Covid, mais plutôt d'une mort suite à une maladie. Okay. Parce qu'il a été admis aux soins au niveau des cliniques Ngalema et c'est là qu'il a trouvé la mort. C'est une perte pour la République, d'autant que c'est un haut cadre d'un grand parti de notre pays. J'ai fait allusion au surtout l'un des vieux partis politiques. Hein? Surtout, il faut vraiment le souligner et qu'après une année de la mort de son père, qui était le responsable du parti, voilà le fils qui vient de nous quitter. Donc, c'est vraiment triste. Alors, d'une actualité à une autre, c'est aussi aujourd'hui que le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle a prêté aussi serment en face du chef de l'État. Cette prestation de serment, cette nomination, un espoir pour renforcer encore l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo? Exactement, je vais dire effectivement. Oui. Parce que le procureur général près la Cour constitutionnelle, oui, a été nommé depuis le 7 février dans un lot important de magistrats qui ont été nommés par le président de la République. Les autres avaient prêté serment. Lui, il fallait la réunion de l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la magistrature et en présence du président de la République pour qu'il puisse prêter serment. Vous allez constater, se convier avec moi, que ce n'est pas n'importe qui, un procureur général près la Cour constitutionnelle. Voilà, nous lui souhaitons un très bon travail dans l'exercice de ces tâches. Voilà, Maître, la thématique retenue pour ce jour, c'est la justice élève une nation, mais de quel type de justice s'agissait-il? Est-ce que cette thématique déjà vous va déjà? Je me retrouve, je veux dire, je me sens même dans ma peau, oui, par rapport à cette question que nous allons échanger cet après-midi. La justice élève une nation, il faut le souligner, que
Cette justice-là doit être une justice d'impunité zéro, doit être une justice sans corruption, doit être une justice sans concussion, doit être une justice indépendante et j'en passe. Nous allons y revenir. Merci beaucoup, Maître. C'est vrai que notre République, la RDC, est classée aujourd'hui, sinon comptée parmi les pays les plus pauvres et à travers le monde. Et la justice devra agir pour que ce pays de Lumumba aille de l'avant. Alors, c'est quoi la justice, Maître? Comment appréhendez-vous le concept de justice? La notion de la justice, cher Gaspard, Oui. doit être appréhendée de plusieurs manières sur le plan définitionnel. Mais ici, je vais retenir deux. Le premier sens de ce mot justice est tiré de la Bible. Oui. Et lorsque nous disons la justice élève une nation, nous le tirons au niveau du livre de Proverbes 14, un livre de Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui était sage. Salomon était un roi. Salomon, c'est quelqu'un qui appliquait la justice. Salomon, c'est quelqu'un qui rendait les jugements, et les jugements justes. Dans la justice qui élève une nation, c'est une justice dans le sens biblique qui est opposée au péché. C'est une justice qui est en contradiction avec le péché. Dans le second volet de cette notion de la justice, nous disons que la justice, c'est l'ensemble des cours et tribunaux, ainsi que le parquet qui concourt à l'élaboration ou encore qui concourt à rétablir l'ordre social dans la société. Donc, en bref, la justice, sur le plan droit, peut être synonyme de juridiction. La justice peut être synonyme de juridiction. Cela veut dire que toutes les institutions judiciaires font partie de ce que nous appelons la justice. Effectivement, vous me rejoignez dans mon idée, permettez. Oui. C'est l'émission Mon idée, ce sont vos idées. Oui. Mais aujourd'hui, comme je suis invité, nous partageons, donc ce sont nos idéaux. Donc la justice, c'est l'ensemble des tribunaux. Ok. C'est l'ensemble des cours. C'est l'ensemble des parquets. Qui font quoi, maître? C'est ça? Toutes ces institutions-là font quoi concrètement? Les parquets, c'est l'organe de poursuivant en matière infractionnelle. Lorsqu'il y a un acte qui vient de se commettre, s'il s'avère que cet acte, c'est un acte infractionnel, vous devriez saisir les parquets et les parquets qui doivent instruire. Les parquets font ce que nous appelons en droit l'instruction préjuridictionnelle. Lorsque le parquet termine, il saisit les tribunaux. C'est le tribunal qui doit dire les droits. Dire les droits. Voilà. Donc c'est ça la justice, c'est le fait de dire les droits. Voilà. Et quand on dit maître, ici, nous sommes dans une émission à la fois pédagogique, nous analysons, mais aussi nous sommes pédagogiques. Quand on dit dire les droits, cela veut dire que interpréter les lois ou faire quoi concrètement? Dire les droits. Merci beaucoup. L'émission est pédagogique, raison pour laquelle je vais faire de mon mieux pour être aussi un pédagogue. Voilà, c'est ça. J'ai exercé longtemps également dans la pédagogie. Oui. Alors, dire les droits. Le tribunal dit les droits comment? Lorsque vous avez un problème, vous saisissez le tribunal par rapport à votre problème. Le tribunal regarde les faits. Voilà. Que vous lui présentez, le tribunal vous dira quelle est la loi applicable. Est-ce que les faits-là sont fondés? Est-ce que les faits-là ne sont pas fondés? Donc, lorsque le tribunal est saisi par rapport aux faits, le tribunal lui-même, au travers des juges, qui sont des professionnels des droits, qui ont étudié des lois, ils connaissent déjà quelle est la loi applicable. Quand vous saisissez la justice, vous n'êtes pas obligé de dire moi, je vais être... La justice elle-même connaît déjà dans cette matière, il faut appliquer telle loi. Maître, merci beaucoup. Vous êtes avocat aussi. Vous avez déjà beaucoup exercé ce métier-là. Il vous était demandé de faire un état des lieux de la justice RD congolaise, il y a d'ici là 60 ans, depuis l'accession à la souveraineté, tant nationale qu'internationale. Quel tableau pouvez-vous faire par rapport à l'état des lieux de la justice congolaise?
Je vais peut-être vous décevoir pour dire que jusqu'à ce jour, les tabloïds de la justice est très sombre. Comment ça? Il y a des discrédits au sein de la justice. Il y a la méfiance. Il y a aujourd'hui des doutes pour que quelqu'un puisse se présenter avec son affaire au niveau de la justice. Parce qu'il sait déjà comment ça va finir, surtout si vous n'avez pas l'argent. Bon. Apparemment, dans son intention, il sait déjà qu'il est perdant d'avance. Là, pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Effectivement. Oui. Ce sont les mots que nous allons soulever ici. Parce que nous sommes en train de faire les tabloïds. Voilà. Donc, je disais que cette justice est gangrénée par la corruption, par la concussion, par l'impunité. Ce sont des mots que je n'invente pas. Ce sont les mots courants. Ce sont les mots d'habitude pour cette justice. Mais cependant, il faut relever qu'il y a les efforts qui sont fournis par les autorités en place pour instaurer un état de droit. Ce n'est qu'un souhait. Nous osons croire que dans les jours à venir, ça sera effectif. Maître, vous dites que la justice congolaise est aujourd'hui, elle n'est pas encore indépendante. Alors, cette indépendance-là, elle doit l'obtenir auprès de qui? Est-ce à la justice elle-même de chercher son indépendance ou il y a d'autres instances qui devraient libéraliser, sinon rendre libre la justice? En vrai dire, si on s'en tenait qu'à la loi, et surtout à la Constitution de la République, dans son article 149, consacre les principes de l'indépendance de la justice. Cette tâche-là, maintenant, revient aux animateurs de l'organe judiciaire de prendre conscience. Donc, le décollage, l'effectivité de cette indépendance, nous pouvons l'obtenir que par la prise de conscience des animateurs de cet organe. Mais surtout, il faudrait ici relever que les politiques ou les politiciens doivent s'abstenir de s'ingérer. Pour qu'ils s'abstiennent, il faut que les animateurs puissent se montrer catégoriques lorsqu'il y a les injonctions, qu'ils refusent d'appliquer ces injonctions-là, de se tenir à la loi. Parce que dans leur travail, ils sont guidés que par la loi et uniquement par la loi. Maître, cela veut dire qu'en d'autres termes, si je vous comprends bien, donc parmi les problèmes que vivent aujourd'hui les institutions judiciaires de notre pays, c'est les injonctions politiciennes. Les grands mots, c'est l'indépendance. L'indépendance veut à ce que les magistrats, je fais allusion dans l'ensemble, lorsqu'il est dans l'exercice de son travail, qu'il ne puisse pas recevoir des injonctions, ni du Parlement, ou encore de l'exécutif. Alors, selon la notion de la séparation des pouvoirs. D'après la notion de la séparation des pouvoirs telle qu'évoquée par John Locke, Montesquieu, alors nous l'avions consacrée par notre Constitution. La Constitution qui a été promulguée préalablement, votée par les référendums. Que toi et moi, nous avons accepté cette Constitution. Et toi et moi, nous avons consacré, nous avions voulu à ce que nos magistrats, lorsque nous sommes en face d'un problème, lorsque nous nous présentons au niveau des offices du parquet, que ces parquets-là se réfèrent uniquement à la loi. Au lieu de se référer par rapport aux connivences, au lieu d'être des mèches avec la politique, ils doivent se laisser guider uniquement par la loi. Donc je disais, le problème de l'indépendance importe que les magistrats soient guidés par la loi et qu'ils ne puissent pas recevoir des injonctions. Dès lors qu'on va résoudre ces problèmes, nous allons également résoudre les problèmes de l'impunité, de la corruption, mais également des interférences. Maître, vous évoquez ici plusieurs termes ayant trait aux problèmes qui font mal à la justice congolaise. S'il vous était demandé, vous-même, de proposer, nous sommes dans une émission Mon Idée, votre propre idée, votre propre initiative, ou ce que vous pensez pour que la justice congolaise quitte un peu ces carcans politiciens, par exemple. Ce que je propose, je propose l'effectivité, je l'ai dit, tantôt ce sont les mots que j'ai évoqués. L'effectivité de cette indépendance de la justice, ce que je propose que l'organe judiciaire, au travers de ses animateurs, puisse exercer leur travail en âme et conscience,
et qui se laissent guider que par la loi. Ce que je propose est que les magistrats puissent rester fermes face aux injonctions des politiciens. Bien sûr, ça peut paraître difficile, mais il faudrait montrer un certain caractère. Lorsque vous êtes nommé magistrat, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous y êtes soumis qu'à la loi. Et face à ça, vous devriez faire le travail comme il se doit. Donc voilà, dans cette liste de propositions, il y a d'abord que les magistrats puissent rester demeurés fermes face aux injonctions, que les magistrats puissent refuser toute tentative de corruption, mais également que les magistrats puissent s'abstenir de tout acte de concussion. Merci beaucoup, maître, déjà pour ces propositions, toutes ces propositions que vous donnez déjà. Nos téléspectateurs suivent et ils comprennent de quoi il s'agit au cours de cette émission. Alors, maître, aujourd'hui, quand on voit les hautes personnalités, comme on l'a dit, de la République être derrière les barreaux, cela veut dire que nous sommes effectivement dans un état de droit. Merci beaucoup pour cette question. Voilà. Une idée m'est venue dans la tête. Est-ce que l'état de droit signifie uniquement que les hautes autorités soient aux arrêts? Pas forcément. C'est une partie des réponses. Oui. L'état de droit veut qu'il y ait prééminence de la loi sur tout le monde. Que nous puissions être tous guidés par la loi. Que ce soit les autorités, qu'il n'y ait pas de distinction des races ni des sexes, ni du tout des catégories vu la puissance économique ou politique. Mais que dès que vous avez commis un forfait, que vous puissiez être sanctionné conformément à la loi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir une autorité derrière les barreaux, cela matérialise l'état des droits? Effectivement, si nous partons dans cette définition que je viens d'évoquer, mais il y a d'autres éléments pour que cet état des droits soit réellement effectif dans un pays. Quels sont ces éléments alors, maître? Quels sont les éléments qui peuvent nous montrer qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit? Ces éléments sont, primo, oui, le respect de la hiérarchie des normes. Lorsque vous êtes dans un état de droit, il y a des normes qui se présentent sous forme pyramidale. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hans Kelsen. Lorsque vous les lisez, en 1881, toi et moi, nous n'étions pas encore là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans un état de droit, nous avons une hiérarchie de lois. En premier lieu, nous avons la Constitution, la loi mère. En deuxième lieu, nous avons des lois internationales que nous avons adoptées et qui font partie de l'arsenal juridique. Alors, en troisième lieu, il y a les ordonnances. En quatrième lieu, il y a les arrêtés. Et puis les actes administratifs. Là, je suis en train de développer le point 1 de l'état des droits qui veut à ce que dans cet état des droits-là, qu'il y ait le respect... Que tout le monde soit voilà, soumis à l'autorité de la loi, par exemple. L'autorité de la loi, et cette autorité de la loi est hiérarchisée. Ok. Alors, dans la hiérarchie, j'ai cité notamment la Constitution, les lois internationales, mais également les ordonnances qui sont prises par le président de la République, les arrêtés, mais aussi les actes administratifs. Alors, dans un état de droit, un président ne peut pas prendre une ordonnance et un ministre puisse refuser d'exécuter cette ordonnance. Là, vous répondez déjà à notre question, si nous sommes réellement dans un état de droit. Effectivement. Parce que pour répondre à cette question, c'est une question purement technique. Voilà. Et l'émission, comme un caractère pédagogique, oui, nous essayons de nous adapter à cette dimension-là. Et je crois que ceux-là qui nous suivent vont nourrir leurs esprits par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, dans un état de droit, lorsque le président prend une ordonnance, cette ordonnance est censée, par exemple, être exécutée par un arrêté du ministre. Le ministre ne peut pas refuser d'exécuter cette ordonnance. Nous avons les cas, nous avons les exemples dans ces pays. Je n'aimerais pas m'atteler sur ces exemples-là. Je prends sur le plan général parce que j'ai parlé de la hiérarchie des normes. Dans un état de droit, il faut que tout le monde puisse être égal. Tout le monde, nous puissions être égaux devant la loi. Donc l'égalité de tous devant la loi. Donc là, il n'y a pas de privilèges. Mais comme l'on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, très bien. Mais je parlais plutôt des privilèges de justice. Okay. C'est-à-dire,
il y a des personnes qui sont considérées comme les intouchables. Ça ne peut pas exister dans un état de droit. Dans un état de droit, nous sommes tous égaux. Nous devrions, en cas de problème, répondre au niveau de la justice. Dans un état de droit, lorsqu'on veut interpeller une personne, on ne peut pas faire des déclarations, des menaces d'incendier, de paralyser le pays. Ça, ce n'est plus un état de droit. Pour qu'un état de droit soit effectif, il faut que tous les citoyens, en cas de forfait, puissent y répondre effectivement devant la justice. Ça, j'ai développé le point 2. Oui. Si vous permettez, le point 3, oui, le point 3 oui. veut en sorte que cette justice, je l'ai dit tantôt, puisse être indépendante, ne puisse pas recevoir des injonctions. Donc, il n'y a pas d'injonction dans un état de droit. La justice est faite conformément à la loi. Et en quatrième lieu, nous avons la non-rétroactivité de la loi. La loi est faite pour le présent ainsi que pour l'avenir. La loi ne rétroagit pas par principe. En résumé, peut-on parler de l'état des droits actuellement? Est-ce que peut-on parler de l'état des droits? Je vais répondre de manière partielle, oui. Parce qu'il y a encore les efforts à fournir. Ce n'est pas une question mathématique, du vrai ou faux. Non, c'est une question qui relève de la science sociale, du droit, du juridique. Donc, j'ai posé un certain nombre de réflexions. Maintenant, nous et les téléspectateurs doivent conclure de l'effectivité de l'état des droits. Quant à ce qui me revient ici sur le plateau, je dis que nous sommes en route de l'effectivité de cet état des droits, mais il y a encore les efforts à fournir. Merci beaucoup, Maître, pour vos analyses. Alors, au lendemain du 24 janvier 2019, après cette alternance pacifique au sommet de l'État, plusieurs des Congolais ont acclamé, plusieurs des Congolais ont vu surtout l'avènement d'un nouveau régime, mais aussi lorsque le chef de l'État actuel avait pris l'engagement d'initier un programme dit programme de premiers 100 jours du chef de l'État où il y avait des travaux qui devaient se faire. Quand vous suivez d'abord qu'il y a des procès par rapport à ces programmes de 100 jours du chef de l'État, vous, en tant que juriste, vous, en tant que citoyen congolais qui devez bénéficier de ces programmes-là, qu'est-ce que vous vous dites personnellement? Nous avons un sentiment d'espoir. Oui. Lorsque nous regardons ces procès, nous étant que peuple congolais, oui. Parce que nous nous disons que ceux-là qui étaient hier, jadis des intouchables, aujourd'hui, ils peuvent répondre devant la justice. Oui. Seulement, je suis mal à l'aise de commenter ces dossiers dans les fonds. Oui. Parce que la déontologie de ma profession ne me permet pas. Donc, je vais peut-être... Mais d'abord, les programmes, vous l'avez aimé, vous? Les programmes, nous avons tous applaudi. Oui. Les programmes avaient suscité un espoir pour chuter dans les désespoirs. Parce que les choses ont tiré à longueur et ça nous a causé préjudice. Prenons par exemple les travaux de saut des moutons. Nous peinons à cause de ça. Il y a les embouteillages à cause de ça. On peut quitter un endroit auquel nous étions censés de faire 10 minutes et grâce maintenant au saut des moutons qui devrait en principe résoudre les problèmes d'embouteillage et venir encore renforcer encore l'embouteillage et venir nous enfoncer dans cet embouteillage. D'où les procès dits de 100 jours vaut sa peine. Vaut sa peine, je n'en disconviens pas. Et nous sommes là, nous suivons ça de près, jour après jour, les analyses, chaque audience. Il y a eu des audiences déjà, il y en aura une troisième demain, mercredi déjà, il y aura la troisième audience. Avec un nouveau juge président alors. Voilà, qui va consister à l'audition des témoins. J'espère que ça prendra énormément de temps parce qu'il y a tant de témoins qui ont été cités là-dessus. En tout cas, nous regrettons ce juge président qui s'en est allé, M. Raphaël Yanni. En tout cas, toute la République démocratique du Congo est derrière votre âme. Reposez-vous en paix. Vous avez déjà fait votre travail, mais nous, ici, nous continuons avec Maître Sylvain Zagbo. Maître, rapidement, il y a trop de termes dans ces procès-là. On parle des bâtonniers, on parle des avocats de la République, on parle du ministère public, on
parle des avocats de la République, alors ou les prévenus, les téléspectateurs qui nous suivent, qui n'ont pas été à l'école ou à l'université comme vous pour prendre ou apprendre la science des droits, ils veulent savoir un peu, quand on dit bâtonnier, on dit avocat de la République ou ministère public, c'est quoi en fait ces termes-là? Merci beaucoup. J'ai reçu autant de questions. Oui. Des gens qui m'ont écrit dans les réseaux pour me demander l'explication de certaines notions ou de certains mots par rapport à ces procès. Lorsque vous regardez ces procès, bon, je prends les cas d'espèce de procès 100 jours. Vous regardez, vous voyez qu'il y a les juges, c'est-à-dire la composition, au nombre de 3, tel que exige la loi. Il y a les ministères publics. Le ministère public, c'est lui l'organe de poursuivant. Dans un procès pénal, le ministère public, c'est une partie au procès. Le ministère public est une partie au procès. Le ministère public était tout près des juges. Quand vous regardez très bien, lorsque le ministère public veut prendre la parole, il s'élève. On l'appelle les magistrats debout, à l'opposé du magistrat assis. Les magistrats assis, c'est lui le juge. Lui, quand il parle, il reste toujours assis. Alors que le ministère public ou le magistrat debout, lorsqu'il prend la parole, il doit s'élever. Lui, c'est l'organe poursuivant. C'est lui qui doit requérir la peine de servitude pénale, mais aussi les amendes. Ça, c'est en cas de condamnation. Au cas où les prévenus dans ces procès venaient à être condamnés, c'est le ministère public d'habitude qui sollicite les peines de servitude pénale ainsi que les amendes. Mais ce que le ministère public sollicite, le tribunal n'est pas toujours censé de lui accorder. Parce que je disais tantôt, le tribunal est censé dire la loi et se laisser guider que par la loi. Alors, ça c'est la première partie. On a parlé du ministère public. Il y a également la partie civile. La partie civile ici, c'est la République démocratique du Congo. Et les avocats qui composent les collectifs de la République démocratique du Congo, nous les appelons les avocats de la République, que nous admirons tous très bien. Les bâtonniers, si je peux citer, les bâtonniers Coco Kayoudi, que nous admirons, le travail qu'il est en train de fournir. Alors, en dehors de la partie civile, dans un procès, elle vient pour solliciter les dommages et intérêts. Pourquoi elle vient solliciter les dommages et intérêts? C'est parce que quelque part, par rapport à l'infraction, la partie civile a été lésée. Elle a subi des dommages, des préjudices. Alors, elle vient pour solliciter les dommages et intérêts. Seulement, pour que la partie civile puisse solliciter les dommages et intérêts, il faut que l'infraction soit établie. Il faut qu'il y ait d'abord infraction. Ensuite, il y aura les dommages et intérêts. Je vais citer. Oui, maître. La troisième partie, c'est la partie prévenue. Dans les cas d'espèce, nous avons 3 prévenus. Nous avons Lwakaningini Kamere Vital. Nous avons Jamal, le responsable de Samibo. Nous avons Jano Ndole. Ce sont les 3 prévenus. En résumé, nous avons dans un procès pénal et dans les cas d'espèce, les ministères publics, partie au procès, la partie civile, ainsi que les prévenus. Mais souvent, la partie civile et les ministères publics font une partie. Mettre un même tribunal avec un nouveau juge-président pendant que le premier juge-président s'en est allé. Comment voyez-vous l'avenir de ces procès-là? Sinon, les audiences suivantes, comment vous les voyez? Rien ne change dans cette affaire. Ce qui sera fait lors de la prochaine audience, ça sera la réouverture des débats dans ces procès. Parce que le juge qui vient d'arriver, il doit prendre connaissance du dossier. C'est comme si nous étions dans un match. C'est comme si nous étions dans un match et qu'un joueur venait d'être blessé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer tout simplement les joueurs et le match va continuer. Donc le procès va poursuivre les nouveaux venants, il ne sera pas inquiété. Il y a des mesures sécuritaires qui sont prises. Et puis, c'est là où j'allais citer. Heureusement, vous m'avez complété. Ce qui peut-être va
il y a des choses ici. Oui. La première, est-ce que ce juge-là ne viendra pas dans sa tête avec une certaine crainte qu'il va subir aussi les mêmes sorts que son prédécesseur? Mais également, l'inquiétude. Est-ce qu'il ne sera pas du tout ferme par rapport à sa décision? Parce qu'il y a maintenant une sorte de méfiance à l'égard des partis. Et je crois que lors de la prochaine audience, ça sera hautement sécurisé. D'ailleurs, déjà les audiences passées, la fois passée, lors de la deuxième audience, j'y étais même jusqu'à l'entrée de Makala. Il y avait une sécurité impeccable. Il y avait une sécurité énorme. Merci. Mais on nous fait signe, maître, que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre entretien. Maître, quel est le type de la justice qui peut élever une nation? En un mot. En un mot, la justice qui peut élever une nation, c'est une justice distributive. Voilà. Une justice sociale. Oui. Une justice sans impunité. Une justice sans corruption. C'est cette justice-là que les Congolais, que toi et moi, nous avons besoin que ça soit instauré réellement, effectivement, dans notre pays. Merci beaucoup, Maître Sylvain Zagbo. Nous disons que vous êtes un juriste, mais aussi un chercheur dans le secteur ou dans le domaine des droits, mais aussi vous êtes un analyste sociopolitique de la République démocratique du Congo. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, vous, peuple congolais, vous, Congolaises et Congolais, vous qui avez peut-être perdu espoir, sachez que c'est encore possible pour que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Gardons toujours espoir, faisons confiance à nos instances judiciaires, mais aussi cette justice-là, qu'elle soit la vraie justice, selon les mots de notre invité qui est ici sur ce plateau avec nous. En tout cas, il faut que cette justice-là puisse aider la République démocratique du Congo de décoller et de prendre l'envol pour que nous arrivions parmi les États émergents, pourquoi pas, parmi les États développés. Merci à vous tous qui avez aimé cette émission. Il faut vraiment remercier la grande équipe qui nous a accompagnés. Des mains de maître, nous voyons là ce qui a permis que nous arrivions dans vos maisons. Merci, restez branchés. Si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas, vous et nous, on se revoit très prochainement.